vous. C'est important. Merci. Et place au programme. Éclatez-vous, passez un excellent Agilil. Allez Julie, t'es partie là. Allez Julie, go. Comment vous allez? Un peu plus? Vous êtes chaud. J'ai l'immense plaisir de vous présenter notre première keynoteuse, Rachel Dubois. Rachel est l'une des grandes voix de la tech. Elle vient de Toulouse. Bon, tout le monde ne peut pas être parfait. Et c'est une experte reconnue en agilité, en gestion de produits et en transformation des organisations, entre autres. Elle parle franchement, avec humour et générosité, et n'a pas peur de bousculer les idées reçues. Elle partage sans compter, que ce soit sur les réseaux, suivez-la, c'est très instructif, ou dans les communautés où elle est présente depuis de nombreuses années. Rachel, c'est une exploratrice, une bourlingueuse de l'agilité. Elle a accompagné aussi bien des startups que des grands groupes. Et elle fait partie des rares Françaises et Français à avoir travaillé chez Spotify. Voire la seule. La seule. Voire la seule. Elle a exploré plusieurs façons de faire de l'agilité à l'échelle dans des contextes donc très différents. Et c'est ce retour d'expérience rare et riche qu'elle vient partager avec nous aujourd'hui. Alors je vous demande d'accueillir chaleureusement et de faire un tonnerre d'applaudissements à Rachel! Merci. Merci, merci. Je vais faire une photo avec vous si vous êtes d'accord. Ce sera absolument publié sur les réseaux. Attends, je sais faire ça moi. Hop. Coucou les gens. Ouh, Berky. Hop. Je passe en mode minimaliste en ce moment, donc j'ai des slides minimalistes, hein, vous verrez. Retour d'agilité à l'échelle, retour d'expérience concret et honnête. On va se dire les choses de 4 approches, les principales, on va dire, approches. Je suis très content d'être là. Donc merci pour cette belle invitation. C'est trop chouette. Donc on a testé, ça marche, donc ça devrait plus marcher maintenant. Si, ça marche. Alors l'histoire commence au début des années 2000 par de l'agilité. Comme pas mal de gens dans cette pièce, on est tombé dedans à cette époque-là, accidentellement au départ. On faisait un petit peu d'XP sans le savoir dans la boîte où je travaillais, la start-up où je travaillais. Et puis après, un peu plus intentionnellement et professionnellement, avec la rencontre avec Claude Aubry, qui vient apporter l'agilité en France et à Toulouse notamment, où il enseignait. Et c'est là où moi je découvre l'agilité avec Scrum. Je deviens product owner, c'est trop cool. Ça change ma vie. On en reparlera à la pause café si vous voulez, mais ça a vraiment changé ma vie. Et 2006, pour moi, c'est le moment du retour en arrière. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Je ne veux plus jamais travailler comme avant. Vraiment, ça m'a convaincue. Et à cette époque-là, on savait faire de l'agilité avec une équipe, on savait faire de l'agilité avec 2 équipes. Dès qu'on en avait 3, ça commençait un petit peu à coincer. Et puis au fur et à mesure que les startups dans lesquelles on bossait grandissaient, on avait de plus en plus d'équipes, on avait de plus en plus de problèmes d'adhérence, d'adhésion, d'alignement et tout ça. Et c'est pour ça que la question de l'agilité à l'échelle s'est rapidement posée. Donc comme les agilistes sont plutôt des gens qui font d'expérimentation et qui aiment bien bricoler, on a quand même des cerveaux d'ingénieurs à la base, on a commencé à bricoler autour du Scrum. On s'est dit comment est-ce qu'on peut scrummer ensemble, est-ce qu'on peut prendre des gens de chacune des équipes, les mettre ensemble dans une équipe virtuelle, tatati, le Scrum de Scrum, hein, vous l'avez reconnu. Mais rapidement, ça a ses limites, c'est-à-dire que dès que vous arrivez à 30-35 personnes, on voit bien que nos bricolages de praticiens, entre guillemets, ça se heurtait. Et puis surtout, ce brillant dessin de Henrik Nibert qui représente assez bien ce que ça donne l'agilité quand on est tout plein et qu'on n'a pas de façon de se coordonner, c'est un peu le bazar, hein, pour rester poli. Chacun va dans sa direction. Et ça, quand on est chef d'entreprise, ce qui m'est arrivé 1 ou 2 fois dans ma vie, c'est un peu problématique parce que quand toutes vos équipes vont dans différentes directions et que vous essayez qu'ils aillent là-bas, c'est un peu compliqué. En gros, ça ne marchait pas.
Du coup, pouf, baguette magique. Attention, effet visuel. Ha. Il y a des tas de gens très intelligents qui se sont posés sur la question. Donc il y a eu une espèce d'effervescence dans la communauté agile internationale à ce moment-là. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'en 10 ans, entre 2005 et 2015, c'est ça, tous les frameworks d'agilité à l'échelle vont sortir. Donc il y avait vraiment une grosse hype sur l'agilité à l'échelle. Le premier, c'est LESS, parce que c'est du Scrum de Scrum, mais un peu plus structuré, un peu plus pensé, un peu plus intentionnel. Mais Safe est arrivé assez vite, 2007, la première publication de Dean Fingwell, et qui va être matérialisée, concrétisée. De temps en temps, je perds des mots en français, donc ne m'en voulez pas. En 2011, avec la sortie de Safe 1.0. Spotify arrive juste après, à la publication là, de Scaling Agile at Spotify 2012. Et tout est modélisé et formalisé à partir de ce moment-là. C'est vraiment pour dire l'espèce d'effervescence créative qu'il y avait dans la communauté agile à régler ces questions-là. Alors, quelles étaient les questions qu'on voulait régler? Évidemment, coordonner les équipes. Mais au-delà de coordonner les équipes, il y avait des problématiques de gestion des dépendances. Il y avait des problématiques de comment est-ce qu'on fait aussi pour faire sortir l'agilité du périmètre de l'ingénierie. Parce que jusqu'à présent, l'agilité, c'était quelque chose quand même, un truc de développeur. On avait réussi à tirer un petit peu avec nous des gens du métier qu'on avait bombardé, product owner par exemple, ou business owner en fonction des cadres, mais on avait du mal à tirer avec nous, par exemple la QA, on ne savait pas parler avec la finance. On avait beaucoup de mal à parler aussi avec les managers. Le marketing, absent. Donc cette problématique d'agilité à l'échelle, ce n'était pas que la problématique de aligner et faire en sorte que on puisse aligner et synchroniser plusieurs équipes ensemble sur un même périmètre pour aller dans la même direction, mais il y avait aussi cette volonté d'avoir une agilité qui serait holistique, qui dépasse un peu le plafond de verre dans lequel on était cantonné à l'ingénierie, et cette volonté-là de traiter, on va dire des gros mots ensemble, de traiter aussi des questions de gouvernance. La gouvernance, c'est-à-dire comment est-ce qu'on prend des décisions, qui décide et sur quoi on décide, et comment est-ce qu'on décide aussi des questions d'argent. D'accord ? C'est vraiment important. Et au début, Scrum ne répond absolument pas à ces questions-là. Donc il y a eu plusieurs tentatives proposées avec différents styles, différents goûts de cette agilité à l'échelle. Des choses qui étaient très descriptives et prescriptives. Par exemple, Safe est quelque chose qui est connu pour être très documenté et très descriptif. À l'opposé, par exemple, si on prend à l'opposé du spectre, Spotify, qui a un gros dessin, et débrouillez-vous. Donc, pouf, on avait une baguette magique. Et grâce à cette baguette magique, il ne faut pas que je mette les mains dans les poches. Grâce à cette baguette magique, on pouvait régler les problèmes et on pouvait les essayer. Et moi, je suis tombée aussi là-dedans parce que je suis passionnée de modèles. Et quand j'ai vu ça, c'était un peu, vous mettez un enfant de 5 ans dans une confiserie, on a envie de toucher à tout et de goûter à tout. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Et les gens qui me connaissent de cette époque-là, j'en vois au premier rang, savaient que j'étais vraiment passionnée. Je me suis mis dans une espèce de frénésie d'apprendre tous les cadres. J'ai fait plein de formations, j'ai eu plein de galons de certification et je me suis bien amusée à essayer tout ça dans des différents contextes. Parce qu'il ne faut pas croire les autres sur parole, il faut essayer soi-même. Tous ces goûts-là, ils venaient aussi avec leur définition. Ce slide est illisible, c'est fait exprès. Ne critiquez pas mon sens du design, s'il vous plaît. Mais tout le monde arrivait avec ses propres définitions, alors beaucoup en anglais, parce qu'on ne va pas se mentir, les gens qui font ça, c'était plutôt nord-américains, où il y avait très peu de Français qui travaillaient sur ces questions-là, donc tout en anglais évidemment, avec beaucoup de buzzwords, people-driven, decision framework, sustaining scaled, etc. Voilà, et du coup c'était un petit peu, pour moi ça a été un peu une espèce de charge cognitive un peu extrême, quoi. D'autant plus que si on veut rajouter quelque chose en plus, c'est que tous ces gens-là n'étaient rarement pas d'accord. D'accord ? On est arrivé à ce stade-là à un moment où c'était un peu la guerre des lessives, ce que j'appelle, avec ma lessive lave plus blanc que ta lessive, parce que j'ai mis des tas de trucs avec des noms super compliqués dedans.
Et du coup, en 2009, il y a un petit projet qui a été, que personne ne connaît, 2019, mais que j'aimerais bien le citer parce qu'ils ont eu au moins ce mérite-là, qui est le Scaling Agile Manifesto, un peu en réponse au manifeste Agile, évidemment, qui a tenté de définir des bases. Parce qu'en fait, malgré les guerres de chapelle, malgré les guerres de vendeurs de lessive, il y avait quand même des patterns communs à tous ces frameworks d'agilité à l'échelle. J'aime bien leur définition parce qu'elle a eu le mérite au moins pour moi de clarifier ce qu'on voulait faire et sans rajouter de surcharge cognitive. Donc c'est cette capacité de plusieurs équipes à atteindre efficacement un objectif commun dans des environnements hautement dynamiques, c'est-à-dire hautement changeants, hautement complexes. Il y a le petit lien, vous verrez. Je partage toutes mes slides, vous n'avez pas besoin de prendre des photos, vous avez toujours les slides, dès demain vous les aurez. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'au-delà de la définition, il y a eu un travail qui a été fait de lecture et d'analyse un petit peu de ces cadres-là et d'essayer de comprendre comment ils étaient motorisés. Quand on soulève le capot de ces cadres agiles-là, qu'est-ce qu'on a dedans? Parce qu'en fait, spoiler alert, toutes les lessives ont les mêmes ingrédients. Ça marche pour les lessives, ça marche pour les centres agiles, les modèles agiles. Donc, tous, ils vous parlent à un moment du client. Même si il y a des gens qui les cachent bien dans des grosses images compliquées, il y est dedans, vous pouvez le chercher. Ben, on parle toujours, c'est toujours orienté client. Ça fait du sens, c'est quand même de l'agilité à la base. Il y a forcément à un moment, on va vous parler d'alignement. D'accord? Ça, c'est un pattern commun, l'alignement. C'est normal, ça fait partie des problèmes qu'on essaie de résoudre. Il y a aussi la notion de synchronisation. La synchronisation, c'est le fait de faire en sorte que des événements se répètent de façon prédictible et que du coup, on peut aligner nos efforts dessus. En fait, l'agilité à l'échelle, c'est la combinatoire de deux choses, la synchronisation et l'alignement. C'est pour ça qu'on arrive à faire les choses à l'échelle. Okay ? Toutes, plus ou moins, vous proposent de l'amélioration continue, avec des variantes dans les goûts de comment vous allez l'implémenter, mais toutes vous parlent de truc. Toutes traitent la question effectivement de la gestion de la dépendance, c'est un peu pour ça qu'on est là. Donc on va vous expliquer comment vous pouvez visualiser vos dépendances, comment vous allez pouvoir les gérer, c'est-à-dire les négocier et les résoudre. Ils vous parlent tous de livraison fréquente de valeur. Alors, ça ne définit pas toujours ce que c'est que la valeur. On peut en débattre pendant des heures, si vous voulez, à la machine à café en bas. Mais ils vous parlent tous de livraison fréquente. Et la notion de fréquente aussi est un petit peu à géométrie variable. Qu'est-ce que fréquente? Est-ce que fréquente, c'est tous les 3 mois? Est-ce que c'est tous les 6 mois, etc. Mais il y a cette notion quand même de early and often. Et toutes sont basées sur des pratiques qui sont issues soit de Scrum, et ou de XP, et ou de Kanban, et en général les modèles les plus complexes intègrent les trois trucs. Et ils vous vendent des équipes qui sont plus ou moins autonomes en fonction du framework. Et ce qui est rigolo aussi, c'est qu'ils ont tous ce qu'on appelle des structures fractales. L'agilité à l'échelle, c'est des modèles organisationnels qui sont basés sur des structures fractales, c'est-à-dire la répétition d'un motif à une échelle sur l'ensemble de l'échelle. Exemple, je voulais vous faire un schéma, mais j'ai été feignasse, je ne l'ai pas fait. Vous avez une équipe avec des développeurs et par exemple avec le produit et le responsable produit, le product owner si vous faites du Scrum et un tech lead. Et ben, quand vous avez une équipe d'équipe, vous allez retrouver la même structure à l'échelle de l'équipe d'équipe. Vous allez avoir un chef product owner et un chef tech lead. Puis après vous faites des équipes d'équipes. Et puis après des équipes. Après, vous leur donnez des noms. Vous appelez ça des trains si vous voulez, vous appelez ça des trails, mais c'est toujours la même structure qui se répète comme ça, de façon fractale. L'idée à la base, à l'origine, c'était de permettre par la répétition des motifs une meilleure lisibilité, une meilleure compréhension organisationnelle et de réduire l'overhead, c'est-à-dire la charge de management. Est-ce que c'est toujours réussi ou pas? À vous de vous faire une idée là-dessus. Mais il n'empêche que n'importe quel des frameworks que vous allez utiliser ont ces ingrédients dedans. Quand on parle d'agilité à l'échelle, alors qui c'est qui s'est déjà retrouvé dans un projet de transformation agile? On lève la main, s'il vous plaît. Ok, gardez la main à lever, si c'était de l'agilité à l'échelle. Voilà. Gardez la main levée si c'était du safe. Il y en a quand même beaucoup. Okay. C'était quoi les autres? Qu'est-ce que vous avez eu? Les gens qui n'étaient pas en safe, c'était quoi? Vous avez du Spotify. Ouh. Pardon?
à l'arrache. Scrum at Scale, ouais, c'en est un. Less, Nexus est très chouette. Ok. Donc vous avez quand même eu des différents goûts. C'est intéressant de voir ça. On peut s'amuser à faire ça dans n'importe quelle salle. Vous allez voir qu'on a toujours à peu près cette répartition. Quand il y a des transformations agiles, en fait, ce qu'on appelle transformation agile, c'est parce qu'on vous met un cadre d'agilité à l'échelle. Ça, c'est la vérité derrière. Et dans à peu près 50% des cas, ça va être du safe. Okay, il y a une surreprésentation de ça, on le verra plus tard. Et du coup, quand on parle d'agilité à l'échelle, les gens ils se disent, il n'y a que ça qui existe et j'avais envie de tordre un peu le cou dessus. Donc je vais vous parler de 4 expériences presque réussies. D'accord ? Pas complètement ratées, pas complètement réussies non plus, un espèce d'entre-deux. Le premier, c'est... Parce que c'est lui qui me donne du réseau. Le premier, c'est une expérimentation. Donc ça doit être, si ma mémoire est bonne, en 2009-2010, dans ces eaux-là, dans une PME qui est éditrice de logiciels, qui est éditrice de plugins pour AutoCAD, Autodesk. Ils existent depuis 1985, ça fait très longtemps qu'ils sont là. Ils ont un public de professionnels. C'est une PME où ils sont à peu près 50 de personnes. Ils sont organisés en projets. Pourquoi ? Parce que la plupart des plugins qu'ils vont faire sont des commandes un peu spécifiques pour des cabinets d'architectes. Donc on a une grosse couche de direction avec un directeur, le directeur de l'entreprise, le directeur commercial, un directeur technique, une RH et un directeur de programme qui gère 5 chefs de projet. Et ces 5 chefs de projet-là et le directeur de support client gèrent une vingtaine de développeurs. Ils sont dans une situation qui est un peu compliquée pour eux parce que en 2009-2010, Autodesk, qui est la société éditrice d'AutoCAD, a décidé de changer sa stratégie et passe sur une stratégie ce qu'on appelle de plateformisation. Et la plateformisation, quand on est éditeur de plugins pour ça, c'est très compliqué parce que soit vous changez toute votre stack technique et tous les modules que vous avez développés et ça a un petit coût, soit vous mettez la clé sur la porte. Donc ils ont une espèce d'urgence à absolument changer. Le directeur technique va à une conférence, entend parler d'agilité, il entend parler de Scrum techniquement parlant, c'est ça et il se dit il faut absolument faire ça puisqu'on nous a promis dans les conférences, on vous promet du time to market, d'être 2 fois plus rapide avec 2 fois moins d'investissement dedans. Donc c'est forcément ça qui va les sauver. Et donc ils nous font venir, on les accompagne, on fait un petit peu de formation Scrum, c'est facile, hein, on forme tout le monde en 2-3 jours. On demande un volontaire pour être le product owner, c'est quelqu'un qui va venir du service client, si ma mémoire est bonne, qui devient le premier PO. On fait 3 équipes de type un peu feature team, pour ceux que ça parle. Les chefs de projet, merde, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce qu'on ne fait plus de projet, on est en agile. Souvenez-vous qu'à l'époque, on pensait que quand on faisait de l'agilité, on n'avait plus besoin de chefs de projet, il fallait les éliminer. Donc évidemment, non, on va les reclasser. Ils vont devenir Scrum Master pour 3 et pour 2, je ne sais plus ce qu'ils sont devenus, mais tout va bien. Et on se lance dans les premiers sprints. On décide qu'on va livrer toutes les 2 semaines, qu'on va les discuter avec nos clients, les architectes. Et très rapidement, la mayonnaise commence à prendre. Et ça fonctionne bien, ils ont des premiers retours. Et du coup, ça crée une traction aussi en interne. On veut traiter plus de choses comme ça. Du coup, le PO qui était parti avec sa petite équipe au départ, il se retrouve qu'il a 2-3 équipes à gérer. Ça devient un petit peu beaucoup pour lui à l'époque, qui était en plus un peu débutant. On se dit, c'est pas grave, tu sais quoi, comme tu es le plus senior de tous, tu vas devenir le chef des PO. On va reprendre à nouveau 2 autres PO qu'on va tirer du support client, et peut-être d'un des chefs de projet d'ailleurs, qui restait. On va les bombarder PO et hop, on va scaler ça. Et donc, on utilise cette approche qui est less. Attends, est-ce que le pointer va marcher ? Oui. Non. Ok, c'est pas grave. Donc, on aligne nos 3 équipes ensemble. Chaque équipe a son PO qui gère le backlog de son PO, et on a notre super PO au départ. Et la charge du super PO, c'est de faire les sessions de préparation, de refinement avec les PO, préparer les plannings. Donc maintenant, on fait plus des plannings, des sprint plannings tous ensemble, on fait des plannings chacun séparé, on fait des plannings tous ensemble. On revoit ce qu'on doit faire, on planifie 2 sprints à l'avance et plus un seul sprint, et on s'aligne comme ça, on fait les revues ensemble, les démos ensemble, et
du coup, on est capable d'avoir une bande passante beaucoup plus large et de livrer beaucoup plus rapidement. On utilise vraiment cette version de LESS là, qui est assez minimaliste, mais qui fonctionne très bien. Avec donc l'une des premières évolutions qu'on va faire, c'est qu'on va aussi avoir les 3 backlogs. On va aussi les scinder en un backlog commun dans lequel on va avoir une priorisation qui va être faite à l'échelle de l'entreprise et ensuite au niveau des équipes. Et ça fonctionne assez bien. Ils sont assez contents. Moi, je vais suivre cette expérimentation pendant 6 à 9 mois et c'est plutôt assez positif pour eux. C'est ça. Ce que je vous ai raconté, mais pas avec la bonne slide. Donc, il y a des petites métriques quand même qu'on a observées. On arrive, ça c'était intéressant, on arrive à livrer plus souvent à la date promise. Parce qu'on est encore dans le truc, on promet des dates, d'accord ? Donc on a 25 points de plus de projets livrés à la date promise. Moi, à l'époque, je trouve ça vachement bien. Hein. Je suis assez fier de ce chiffre-là. Vous pouvez me challenger tout ce que vous voulez, mais à l'époque, la jeune moi était très contente de ça. On a beaucoup moins de plaintes des clients, 40% de points de clients en moins, donc c'est quand même plutôt pas mal, on se dit que c'est cool. Et puis les développeurs, ils ont un peu la patate parce qu'on leur donne plus la place, ils participent beaucoup plus à la conception, c'est moins des trucs qui sont poussés, et voilà, c'est vraiment ce qui a motivé le passage à OLS complet en embarquant tout. Pardon. Erreur de truc. Donc si on tire un peu le bilan de cette première expérimentation, ça, je vous ai dit que c'est presque réussi, parce qu'il n'y a jamais rien qui est vraiment réussi dans la vraie vie, hein. Il n'y a jamais rien qui est tout noir, tout blanc. Encore une fois, je vous partage les slides, ne vous inquiétez pas. Ce qui a vraiment marché, c'est que à la fin, on avait des vrais feature teams. On était parti d'équipes où on n'avait que les développeurs. Et on a eu à la fin, on avait la QA qui est arrivée. Ils ont même recruté un responsable QA. À l'époque aussi, je pensais que c'était une bonne chose. On ne juge pas, on a dit. Et on a aussi intégré des gens du support client dans les équipes. Et ça a fait que ça a vraiment bien fonctionné. Le PO qui était ici des équipes de support client, ça a été une super bonne idée parce qu'il connaissait très très bien les problèmes des utilisateurs, il était capable d'en parler. On les a formés tous ensemble, c'est-à-dire qu'on a partagé les mêmes langages, les mêmes rituels. Et puis, comme c'était une petite entreprise quand même, LESS, ça permettait de faire de l'échelle à l'échelle humaine. C'était assez transparent et ça fonctionnait bien. Par contre, c'est pas parfait. Pourquoi ? Parce que l'entreprise, ça l'a pas aidé à développer une vision réelle sur 2-3 ans, et à avoir des vraies décisions compliquées d'arbitrage, notamment d'arbitrage financier. Et je pense qu'elle a disparu quelques années après. On était encore sur un mode très réactif. Le discovery en 2009, je vous rappelle qu'on n'en parlait pas trop, la pratique de discovery. Et du coup, on prenait plus les demandes qui arrivaient et on n'était pas en capacité de se projeter, de dire d'avoir une véritable ligne éditoriale d'éditeurs de logiciels. On n'a pas non plus su, je pense, argumenter suffisamment pour réduire la dette technique. Donc on faisait des choses qui étaient chouettes, mais on ne monitorait pas suffisamment ça. Et on n'a pas su éduquer le codir. Et le codir, en fait, et ça c'est une erreur d'accompagnant aussi, hein. On est tellement content des succès qu'on a que des fois, quand on est jeune et qu'on ne sait pas, on évite un peu les discussions un peu compliquées. Et dans les discussions compliquées, que j'aurais dû avoir, c'était la discussion de pourquoi on priorise toujours le court terme, les quick wins, le court terme, alors que sur le long terme, c'est pas rentable, c'est pas intelligent, c'est pas des choix hyper intelligents. Et questionner, challenger comme ça le codir, c'est compliqué. Et moi, le moi de l'époque ne l'a pas fait. Donc, vous voyez, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Bam, deuxième expérience. Là, on va faire du Open Space Agility. Qui c'est qui connaît Open Space Agility ? Normalement, il y en a juste 2 ou 3, 4, 5. Ouh, purée. On double la truc, super. On va faire du Open Space Agility. C'est celui qui est le moins connu, je pense. C'est mon petit chouchou, spoiler alert, dans un très grand groupe bancaire. Et je vous ai mis, mais à la fin, les développeurs vont quand même choisir de faire du safe. Donc on a dit presque réussite, hein, donc on y va. Pardon, tac, il faut que je vous raconte le contexte d'abord. Concentre-toi, Rachel. Donc là, on est dans un très grand groupe bancaire. Je crois que c'est 45 000 ou 50 000 personnes. Ils sont distribués un peu partout dans le monde. Le demandeur, là, c'est le DSI. Et la DSI, c'est plusieurs centaines de personnes, 500 ou 600 personnes à l'époque, réparties sur plusieurs sites, avec une partie de la direction technique qui est à
et peut-être à Lille aussi, et le métier qui est à Paris, et des sites de gestion un peu partout en France. Ils sont donc là, on doit être en 2015, un truc comme ça. Et donc à l'époque, la grosse vibe, c'est la digitalisation. D'accord ? Il faut digitaliser. Et donc ils ont une énorme pression de digitalisation, mais vous ne digitez, ah là là, voilà, ça, pas si facilement des services bancaires qui existent depuis plusieurs dizaines d'années, avec des monolithes techniques très compliqués, des trucs, pas mal de questions d'obsolescence. Il a énormément de pression. Ils ont déjà fait des vagues d'agilisation, parce qu'on est en 2015, donc ils sont passés déjà par 2 ou 3 cycles de formation Scrum, de formation Kanban, etc. La pression vient du métier. Il a reçu des consultants qui lui ont dit il faut faire du safe, parce qu'il travaille avec des gros cabinets de consultants qui lui disent il faut faire du safe. Et lui, il a l'intuition comme ça que s'il arrive avec un modèle qui commence déjà à être décrié, souvenez-vous en 2015, on entendait déjà des gens qui disaient ah, on en reparlera, et ben du coup il va se couper encore plus de sa base d'ingé, de développeurs, qui est déjà très très démotivée, qui en ont un petit peu ras-le-bol. Parce que c'est des grands établissements, et dans ces grands établissements, vous avez régulièrement des phases de transformation. D'accord ? Tous les 2-3 ans, on fait une réorg ou on fait une transfo, on en a ras-le-bol, il y a une fatigue à ce niveau-là, et c'est compliqué. Et lui, il a cette intuition qu'il faut faire quelque chose d'autre, et quand on se rencontre, par hasard d'ailleurs, je lui dis, tu sais, il y a un truc qui est vachement rigolo, ça s'appelle des open forums, d'ailleurs vous allez en faire un ici vendredi, hop, promo pour ça, vous allez voir, c'est génial, profitez-en. C'est le truc le plus puissant de l'univers, et tu savais qu'on peut faire de l'agilité avec ça. Et il me dit, oh, déconne. Je fais, si. Hop. Il y a quelqu'un qui a écrit un super livre. Vous avez une bibliographie à la fin, vous inquiétez pas aussi. Daniel Mézic, a écrit un super livre. Non. Il est très chiant à lire, il est très mal imprimé en plus, mais il y a des pépites dedans, c'est un super bouquin. Et il explique comment, en utilisant la technologie de l'Open Forum, on peut amener les gens spontanément à se transformer. Et il me dit, banco la caravane, on y va, je te crois, on fait ça. Donc je vous remplace, ça c'est un truc de la couverture du machin. Un petit schéma plus facile. L'idée est la suivante de Open Space Agility. On envoie un mail à tous les gens de la DSI en leur disant à tel jour, tel endroit, venez si vous avez envie, ça n'est pas obligatoire. Et si vous avez envie de changer notre entreprise, venez, on se donne rendez-vous là. Et il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Et le rendez-vous là en question, on a loué une ancienne abbaye qui avait été désanctuarisée ou je ne sais pas trop quoi. Une grande pièce. Pendant 2 jours, on ne savait pas combien de gens allaient venir. Est-ce qu'on en aurait 2 ? Est-ce qu'on en aurait 600 ? On ne sait pas. 85 se sont pointés le premier jour. Le DSI est venu en jean. C'était la première fois qu'il le voyait en jean de toute sa vie. Il a tombé le cossard, il est arrivé en jean. Il est monté sur la scène et il leur a dit pourquoi c'était vachement important pour lui de digitaliser. Pour les pressions, il leur a parlé de sa vie, de ces pressions qui... Il leur a dit, je ne sais pas comment faire, les seules personnes qui savent, c'est vous, parce que c'est vous qui êtes au contact des problèmes, je vous fais confiance, et il est parti, et on ne l'a plus vu pendant 2 jours, ce qui était exactement ce qu'on lui a demandé. Et pendant 2 jours, ce qui va se passer, c'est que les gens qui sont là vont commencer à se dire, ok, c'est quoi les problèmes qu'on a ? Vont les poser un peu en mode place de marché, vous verrez ça aussi vendredi, c'est génial, et les gens qui sont intéressés par tel ou tel problème vont venir, vont constituer des équipes dynamiques, vont brainstormer ensemble sur comment ils pourraient régler ces problèmes tous ensemble. Ils s'auto-organisent complètement et ils se donnent rendez-vous dans 90 jours pour faire la démo de ce qu'ils ont réussi à faire. Le DSI n'était pas parti comme ça sans rien laisser. Il leur avait laissé quelque chose qui était assez puissant. Il leur a laissé du pouvoir. C'est-à-dire qu'il leur a dit, tous les gens qui vont s'inscrire sur ces projets-là, vous aurez 30% de votre temps qui est protégé, qui est alloué à ça. Il y a des moyens, il y a des budgets qui sont donnés à ça. Vraiment, en carte blanche, je vous fais confiance. On se redonne donc ils travaillent en petite expérimentation courte. On fait des petits cycles de 2 semaines d'expérimentation. On se donne du feedback, on se suit, etc. Et on se donne rendez-vous 90 jours après. Pareil, en mode invitation. Et là, on passe de 85 personnes à 130 personnes qui viennent. En fait, à chaque fois qu'on s'est réunis, il y avait de plus en plus de personnes.
Et là, le deuxième est un peu plus grand parce qu'on commence par faire la démo de tout ce qu'on a fait. Il y avait 22 projets, je crois, de mémoire qui avaient été lancés. Tous n'ont pas réussi. Il y en a 3 ou 4 qui avaient été purement et simplement abandonnés en coup de route parce qu'on trouvait que ça ne fait pas du sens. Et il y a des gens qui ramènent des résultats. Les résultats, on les retravaille. Ça relance des questions. Les questions, on les remet en open forum à nouveau. On relance des initiatives, etc., etc. Il y a eu plusieurs cycles qui se sont menés. Et à l'issue de ces cycles-là, les équipes de développeurs ont décidé de passer à Safe. Mais moi, j'étais assez contente. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? L'invitation libre est quand même symbolique, ça a quand même laissé de la place aux gens, ça a réengagé les gens. Il y a une pratique de transparence qui est très radicale. Le fait d'avoir des démos rétro-publiques. On a invité, la première fois, il n'y avait pas les gens du métier qui ne sont pas venus. La deuxième fois, ils se sont dit, attends, il y a un truc qu'on entend parler, on va venir. La troisième fois, ils sont venus et ils ont contribué. Et on n'a jamais obligé personne avec un fusil sur la tempe. On a eu aussi des améliorations qui ont été très concrètes, parce que comme les gens savaient précisément où étaient les problèmes et qu'ils savaient précisément comment ils pouvaient les régler, qu'ils avaient des moyens pour les régler, on a vu des choses se régler, on a eu des améliorations. Ça a été très très proche de leur culture, il n'y a pas eu besoin de faire des formations, il n'y a pas eu besoin de changer les noms des gens, il n'y a pas eu besoin d'inventer des jargons compliqués, c'était en auto-organisation. Mais on n'est pas responsable des choix que prennent les gens à la fin, et ils choisissent ce qu'ils veulent. Et puis, on était un peu décorrélés aussi de la mesure d'impact. On ne mesurait pas, on n'était pas assez strict sur la mesure d'impact de ce qu'on faisait. Et du coup, il y a eu un moment quand même où la réalité vous rattrape et on demande à notre DSI, OK, tu as mis X milliers d'euros sur la table, c'est quoi les gains? Et du coup, comme on n'avait pas anticipé ça, on l'a laissé un petit peu seul là-dessus. Et voilà. Et puis aussi l'accompagnement, il n'avait pas été pensé sur l'accompagnement de toutes les équipes sur le temps long. Et du coup, ça a un peu l'effet soufflé, ça peut retomber. Il y a un petit essoufflement. Mais c'était cool. Ça va toujours? Cool. Troisième, expérimentation. On va créer un nouveau produit chez un avionneur toulousain bien connu qu'on ne citera pas. Tout le mystère est préservé, évidemment. En faisant du safe. Ah, c'est contre-intuitif, hein, safe et du produit. Eh bien, c'est possible. Le contexte appelons-le Grobus pour protéger son anonymat. Le contexte de Grobus à cette période-là, c'est qu'ils sont dans une période qui est difficile. Ça fait 50 ans qu'ils se partagent le ciel international avec Boeing. Ils sont que 2 à se partager le gâteau. Un coup, c'est toi devant, un coup, c'est moi devant. C'est cool, on fait beaucoup de milliards comme ça marche bien. Sauf que cette période-là, elle commence à ralentir un peu pour plein de choses. Déjà, parce que le marché se tend, il y a plein de nouveaux venus qui arrivent. En Asie, en Inde, il y a des nouveaux constructeurs qui arrivent et qui disruptent. Il y a Elon Musk qui est un petit peu arrivé dans cette période-là et qui a dit hey, l'industrie aérospatiale, je suis là, je change le game. Alors eux, ils ne croyaient pas du tout. Moi, si j'avais demandé à mon père qui est de cette industrie-là, est-ce que tu penses que c'est possible de lancer des lanceurs privés, il m'aurait dit mais jamais. Donc voilà. Donc ils ont un peu la pétoche. Et puis en plus, ils ont sorti 2 programmes qui vont pas très bien. L'A380, qui est une merveille technique, est un flop commercial monstrueux. 25 ans ou 30 ans investis pour rien. Ils ont relancé après un nouveau programme qui est l'A320 Neo pour sauver la baraque, mais l'A320 Neo est en retard. Bref, il faut que ça change, quelque chose comme ça. Donc ils se disent qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Et à ce moment-là, c'est la grande vibe autour de la data science et tout ça. Et il se trouve que Grobus est assis sur une mine d'or qui est la data. Un avion génère à peu près 10 gigabits de données par heure de vol. Un avion vole 90% du temps de sa vie. Il vole pendant 25 ans. Vous rajoutez les 25 ans de fabrication, ça fait des tétratonnes de données. Problème, la donnée, elle est un peu partout, elle est un peu fragmentée, disparate, etc. Elle n'est pas utilisée, elle est même sous-utilisée. Comment on fait? Et là, l'équipe de Grobus, la dirigeante de Grobus dit à une équipe un petit peu fou de gens, est-ce que vous pensez qu'on peut faire de l'argent avec ça? Les gens leur disent oui. Et leur dit ok, on vous donne de l'argent, de la confiance, auto-organisez-vous, ramenez-moi 10 milliards avec ça. Facile. Et l'équipe qui fait ça, donc ils recrutent des gens en interne, ils recrutent des gens en externe, ils sont accompagnés par 3 coachs qui sont à fond dans Safe à cette période-là. Ouais,
J'ai été à fond dans Safe aussi à cette période-là. Donc on fait du Safe, mais on va faire du Safe comme nous on le pense, c'est-à-dire on fait du Safe bottom-up. Donc on commence avec des petites équipes. Les petites équipes, on les synchronise assez rapidement parce qu'on en a de plus. On passe de 1 équipe, 3 équipes, 5 équipes, 10 équipes. On fait notre premier train. Là on se dit, ok, on est un petit peu en bocal, il faut avoir du client, donc on va ramener une airline avec nous, EasyJet. On les fait travailler avec nous, etc. Et en 3 mois, on est capable de sortir. On fait un petit partenariat avec Palantir pour la data. Vous avez la ref. Ok, cool, c'est cool. Les moments, je ne sais plus. Hein. Et on sort un premier prototype où on est capable, en utilisant les datas que l'on a, de prédire à peu près, avec une accuracy qui est à peu près correcte, quand est-ce qu'une panne va se produire sur un avion. Quand est-ce qu'un avion va avoir besoin de s'arrêter pour pouvoir faire changer un truc. Vous allez me dire, ouais, bof, sauf que si. Parce qu'à chaque fois qu'un avion est arrêté au sol, ça coûte des milliers de dollars de l'heure d'arrêt, et que quand la panne n'arrive jamais à côté de l'aéroport où vous avez votre staff et vos matériaux, on est d'accord? On le voit, l'intérêt de prédire quand la panne va arriver, on fait ça. Et donc on fait ça, ça marche bien, donc on monte, on fait un premier train, puis on fait un deuxième train parce qu'on est tellement nombreux, on synchronise tous les trains, et on arrive à avoir 5 trains de gens qui travaillent sur cette plateforme, tout en mode bottom-up, mushrooming comme ça, avec un train qui fait toute la plateforme technique, un train qui fait tous les services de data pour les airlines, un train qui fait tous les services de data à destination interne pour Airbus, un train qui est spécialisé dans les maintenance operations et optimization operation, un truc comme ça, il m'en manque un, j'ai oublié, un train d'académie pour former les gens. Ça fonctionne très bien, on arrive à monter jusqu'à 1200 personnes réparties partout dans le monde, entre les États-Unis, l'Europe et l'Asie, et à livrer régulièrement des nouveaux services aux clients qui les utilisent. Et on part de une airline à une centaine de compagnies aériennes, 10 000 avions qui sont suivis en temps réel. Maintenant, on fait plein de trucs. On fait aussi la gestion des places, la prédiction de là où vont se mettre les gens. Vous savez que vous n'êtes jamais positionné aléatoirement dans un avion. On équilibre l'avion. C'est pour ça qu'on ne veut pas que vous changez de place. Bref, on améliore le time to market. On est capable de livrer une feature chez Airbus vraiment en quelques mois, ce qui est énorme. De quelques mois chez Airbus, c'est quelques jours chez vous dans une compagnie normale. On réduit les dépendances. C'est génial. Sauf que ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde parce qu'il faut former tout le monde. Moi, en 3 ans, j'ai formé un peu plus de 3500 personnes chez Airbus. Heureusement que j'étais interne, parce que ça coûte super cher une formation safe. Faites le calcul, 1500 balles par personne. Ça coûte super cher. Il faut les accompagner, les trains, parce que c'est très compliqué. Il y a plein de nouveaux rituels, il y a plein de nouveaux noms, il y a plein de nouveaux rôles, etc. Donc vous avez des coachs. Les trains, c'est au moins 3 coachs. C'est des coachs qui sont externes, calculer le budget. Donc on est sur des millions quand même de... Ça coûte très très cher. Il y a une complexité de coordination qui est quand même... Et puis, malgré le fait que l'on ait intégré des couches de gouvernance comme le portfolio, on a quand même du mal à saisir un peu la volatilité, ce mot est compliqué, stratégique d'Airbus, et notamment les changements des décisions clés des sponsors, qui se déplacent très souvent, ça change très souvent. Et puis surtout, il y a un autre effet qu'on n'avait pas vu venir, l'effet Covid. Le Covid arrive, on perd 90% du staff. Parce que la stratégie à l'époque du staff, c'est d'externaliser. Donc on passe de 5 trains à 1200 personnes à un train, avec les gens qui restent, qui sont que les internes. Et ça a bien résisté, mais quand même, ça a été un petit peu compliqué. Ça fonctionne toujours, je tiens à le préciser, il fonctionne toujours. Et le dernier, le modèle Spotify, chez Spotify évidemment, on va en parler. Donc hop, le modèle Spotify, pardon. Donc Spotify se lance, 2006, si ma mémoire est bonne. Ils ont une idée géniale, on va sauver l'industrie du disque, qui est en perte de vitesse à cause du piratage illégal. Entre les années 90 et les débuts des années 2000, c'est 75% de parts de marché qui ont été perdues. On ne se souvient pas, mais si, à l'époque, il fallait prendre des CD. On a beaucoup de mal avec ça. Et Daniel Ek, qui avait déjà réussi dans l'industrie avant, qui avait déjà un coffre-fort plein rempli de millions, se dit, je vais sauver l'industrie du disque, parce que j'aime le disque et j'aime la tech. Les deux ensemble, on va faire quelque chose. Et pour faire ça, il réunit une bande d'une vingtaine de personnes qui ont des points communs, c'est qu'ils sont tous plutôt assez brillants, très très brillants.
C'est tous des ingénieurs assez seniors, et c'est tous des ingénieurs qui ont une culture agile qui est plus à refaire, c'est-à-dire des gens qui baignent dans l'XP depuis. Donc l'entreprise, dès le jour 1, est nativement très agile. Il s'organise comme ça. Et en plus, Daniel a cette croyance que la meilleure façon de gérer une entreprise, c'est de laisser les gens qui savent faire. Donc ils vont s'auto-organiser comme ça. Ils travaillent comme des brutes pendant 2 ans. Ils livrent leur première version, desktop. Un petit peu pas anticipé l'arrivée du mobile, on en reparlera plus tard. Et au fur et à mesure que l'entreprise se développe, on passe de 20 personnes plutôt très brillantes, très agiles, qui sont tous au même endroit à Stockholm, à 200, puis 300, puis 500 entre Stockholm et New York. Puis pas que des seniors, aussi des juniors. Et du coup, le côté un peu spontané et inné, ça coince. Donc, ils font venir un consultant qui s'appelle Henrik Nibert. Ils avaient déjà un coach, on en reparlera. Ils le font venir. Il fait une super conférence sur un bouquin qui parle de la culture des tribes, des tribus. Et il fait une analogie sur cette organisation. Et il leur dit, on n'a qu'à essayer de s'auto-organiser. Donc, ils vont lancer une session de workshop tous ensemble à Stockholm, où ils vont se poser des questions, un petit peu comme on avait fait en Open Space Agility. Quels sont les problèmes? Quelles sont les solutions qu'on veut mettre en place? Et ils s'organisent. Attention, non, c'est pas ça le modèle Spotify. On en parlera demain, vous viendrez à ma conf, parce que je ne vais pas détailler ça plus, je ne vais pas m'auto-divulgacher. Presque 15 ans plus tard, faisons un saut dans le temps. Ça a presque réussi. Donc là, l'entreprise, pourquoi ça a presque réussi, leur modèle Spotify? Alors déjà, parce qu'ils ont survécu. Ils ont 7% de l'humanité tout entière qui est cliente chez eux, donc on peut dire que quand même, c'est pas mal réussi. Financièrement, c'est pas trop mal. Ils sont 10 000. Ça a bien stretché. Donc il y a des trucs qui se sont adaptés et changés. Mais leur modèle, il a quand même des trucs qui coincent. C'est qu'ils n'ont pas adressé, comme ils ont cette croyance que les gens vont spontanément s'auto-organiser, ils ne sont pas intentionnels dans la façon de traiter des problèmes, et notamment les dépendances. La gestion des dépendances, quand on est arrivé à 10 000, c'était un problème vraiment très dur. Et ça ralentissait de plus en plus l'autonomie des équipes. Manque de bol, hein, c'est pour ça qu'on faisait le Spotify model, c'est pour être autonome et aller très vite. Et donc ça ralentit. Les chapters sont surchargés, du coup on les abandonne. Il y a aussi le problème de la duplication, c'est-à-dire que comme on est en super autonomie, il y a très probablement une équipe du côté de Pablo qui fait quelque chose et une équipe de ton côté qui fait exactement la même chose, sauf que vous êtes trop loin dans l'organisation, vous êtes tellement autonome et indépendant que vous ne le savez pas. Et donc on a des duplicates qui se créent de plus en plus, et ça c'est un problème. Et puis un autre problème, c'est que ça, c'est pas un problème à eux en interne, c'est un problème en externe. Il y a le mythe de la transposition. On se dit, mais Spotify a du succès, c'est forcément à cause de leur petite histoire de matrice, là. Copions-collons ça à l'extérieur, et donc ils reçoivent une... Spoiler, ça ne marche pas. Et ils reçoivent de plus en plus de demandes par rapport à ça, qui vont copier la culture, qui vont copier la forme, sans comprendre la culture qu'il y avait derrière. En 2023, le rêve a eu un petit arrêt soudain, puisque comme toutes les boîtes de la tech de ce moment-là, ils ont licencié 30% de leurs effectifs pour revenir à des effectifs un peu plus rationnels, et ils ont remis de l'intentionnalité dessus. Faisons un petit récap. Hop, tableau illisible, c'est fait exprès. Non, c'était pour vous mettre un petit peu les trucs. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on a parlé d'entreprises qui ont des tailles et des secteurs d'activité très différents. J'ai essayé de me dire à chaque fois quel a été le déclencheur, et on voit qu'à chaque fois, ça a toujours été un déclencheur qui vient de l'extérieur, qui est la pression d'un marché. C'est une des raisons principales de passer à l'échelle. Okay ? Après, les approches de lancement, elles sont très différentes. On va sur des modèles où il y a de la formation en avant, plus ou moins longue, en fonction du modèle que vous choisissez, ou à des choses qui sont plutôt émergentes, bottom-up, basées sur l'expérimentation des gens. On a des différences aussi. La façon dont on va mesurer les succès va être différente. Mais dans tous les cas, quelle que soit la taille, quelle que soit l'industrie, quel que soit le modèle qu'ils ont choisi, on a eu quand même des choses qui étaient positives qu'on pouvait sortir, et on a eu aussi des limites et des presque. J'ai connu aucune implémentation où il n'y a eu que 100% de réussite.
Pourquoi est-ce que d'ailleurs je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle de ces 4 cas-là? Parce que j'aurais pu vous parler de tous ceux que j'ai ratés. J'en ai quelques-uns, hein, j'en ai raté quand même assez plein. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Les ratés, c'est facile parce qu'il y a quand même 60% de taux d'échec. Donc le premier qui vient et qui nous dit « moi j'ai jamais raté une seule implémentation d'agilité à l'échelle », on sait que c'est un menteur ou une menteuse. Okay, c'est quand même beaucoup plus de chances de rater. J'avais envie de vous en parler parce que très souvent, quand on rentre dans ces thématiques-là, il y a ça déjà. Au fur et à mesure, vous savez que je vous ai dit, entre 2005 et 2015, tout sort et tout est publié en même temps. Mais très rapidement, on a une surreprésentation de Safe qui va prendre la quasi-totalité des parts de marché. 53% des parts de marché, ça va être occupé par Safe. Donc ça, c'est quelque chose qui date de 2017. Et ça va déclencher aussi des vagues de réactions dans la communauté, pas que chez les clients, mais dans la communauté. Et notamment, on a une diabolification de Safe. Okay, tout le monde a son avis là-dessus. Si vous avez un avis sur Safe, levez la main comme ça. Je connais déjà l'avis. Et du coup, ça aurait été facile pour moi de vous raconter des trucs où ça va pas, et ça aurait été facile aussi pour moi de jouer sur le jeu de regarder ça va pas et c'est sur Safe. Et j'avais pas envie de ça. Moi déjà, je me suis fait attaquer personnellement, agresser personnellement quand je défendais certaines choses, et je continue à défendre le fait qu'il y a des choses qui sont intéressantes dans tous les modèles, et que j'avais un petit peu le seum de ça, ras-le-bol. Du côté dogmatique. Alors je ne supporte pas les vendeurs de Safe, vraiment ça m'agace le côté marketing. Mais ça m'agace aussi le dogmatisme, et ça m'agace surtout un truc qui est encore plus, c'est les guerres de clochers. D'accord ? Ça m'agace énormément. On s'en fout complètement du modèle, en fait. On s'en fout du modèle que vous préférez de votre crèmerie. Ce qu'on veut, c'est est-ce qu'on est capable, sur le terrain, d'aller régler des problèmes ? Est-ce qu'on est capable de sélectionner des outils qui fonctionnent pour nos clients? Est-ce qu'on est capable de comprendre la problématique du client, la culture, son organisation, pour sélectionner dans toute notre boîte à outils géniale, et je vous souhaite d'avoir une boîte à outils très large, les outils qui fonctionnent le mieux? Je pense qu'il faut dépasser le côté Scrum, c'est de l'agilité, c'est pas de l'agilité, on s'en fout. J'ai aucun client pour qui c'est important. Safe aussi, etc. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui le sont moins dedans. Donc parlons des choses qui viennent du terrain, parlons des vrais problèmes des gens, parlons des réussites que l'on a, parlons des ratés que l'on a, et parlons avec des chiffres. Ça, c'est mon petit côté démago aussi. Il faut bien que je compense un peu. Je voulais aussi vous montrer des choses, je voulais vous montrer qu'on peut avoir de la réussite avec une diversité de contextes. Parce que je voudrais aussi tordre le cou au fait que l'agilité à l'échelle, ça marche que si on est dans la tech, que si on est très gros, que si on est très petit, que si on est très mature, non. Ça, c'est dangereux parce que derrière ces discussions-là, il y a la notion du one size fit all. Il y a l'idée de ma baguette magique de départ qui aurait forcément un outil qui marcherait. Et en tout cas, ça fait 25 ans, j'en ai jamais rencontré un seul outil qui fonctionne pour tout. À part peut-être Open Space Agility. Mais c'est pas vraiment un truc. J'avais aussi envie de vous rappeler qu'il y a une diversité, il y a une vraie richesse des cadres techniques, des boîtes méthodologiques et techniques, et j'avais vraiment envie de vous inviter à sortir de ce que vous connaissiez. Mon success criteria, c'est que vous vous dites, dans la liste là qu'elle a donnée, j'en connais que 2 ou 3, j'aimerais bien aller voir les autres trucs. Et je voulais vous rappeler aussi que toutes ces approches-là, elles ont une capacité étonnante à s'hybrider. D'accord ? Je sais qu'il y a plein de gens qui vont vous dire non, il ne faut pas hybrider, si tu changes un truc de Scrum, c'est plus jamais Scrum. Ok, c'est ton problème, d'accord ? C'est pas le mien. Scrum et Kanban, ça s'hybride super bien, a priori, quand même. On peut dire Scrum et XP, ça s'hybride super bien. Et pourtant, ça fait des réactions allergiques à personne. Voyez ? Donc voilà, hybrider, expérimenter, des trucs vachement rigolos à faire, et racontez-le après en conférence. C'est quand même assez bien. J'avais aussi envie de sortir, paradoxalement, de la question des frameworks, qui sont des boîtes un petit peu enfermantes des fois. C'est pour reprendre un peu Alistair Coburn, qui avait sorti le Chouari, vous savez, le truc d'apprentissage, chou, je fais, machin. Bref, et qui disait, faites attention, ne restez pas, don't get trapped in the shoebox. Petit jeu de mots,
boîte à chaussures. Pourquoi? Parce que tous ces cadres-là, en fait, c'est des pieds à l'étrier quand vous ne savez pas et que vous voulez commencer. Ça va vous aider, mais s'il vous plaît, ne restez pas dedans. Ne vous complaisez pas dedans. Sortez, expérimentez, soyez intelligents, apportez de la créativité hybridée. Et parce que toutes les réussites, elles fonctionnent sur des capacités de se remettre en question et d'apprentissage. Tous les gens que je vous ai racontés, toutes les histoires que je vous ai racontées, c'est des histoires de gens qui, confrontés à un problème, se sont remis en question et ont eu le courage ou le désir d'expérimenter et d'apprendre quelque chose de nouveau pour eux. Et j'avais envie de poser la question, si vous êtes confronté à ça, qu'est-ce qui fait la différence chez vous, chez nous ? Donc, je ne vais pas vous laisser en plan comme ça. 2-3 petites astuces sur comment on peut choisir votre cadre d'agilité à l'échelle pour démarrer. Pour démarrer, vous ne restez pas piégé dedans, d'accord ? Le premier, passez pas à l'échelle. Ce n'est pas des blagues. Si vous pouvez éviter de passer à l'échelle, évitez de passer à l'échelle. Pourquoi ? Parce que ça coûte très cher, c'est très compliqué et c'est rajouter de la complexité sur de la complexité. Donc la première intention, toujours, c'est de dire comment est-ce que je peux éviter de le faire. C'est-à-dire comment est-ce que je peux simplifier l'organisation. Derrière, comment est-ce que je peux simplifier le produit. Comment est-ce que je peux simplifier la technique. Comment est-ce que je peux découpler au maximum. Parce que l'agilité à l'échelle, c'est le besoin de se synchroniser et de collaborer ensemble. Or, la collaboration est quelque chose de coûteux. Je sais qu'on est dans un truc agile, on ne devrait pas dire ça, mais c'est vrai. La collaboration, c'est coûteux et c'est compliqué. Il y a plein d'humains dedans, c'est chiant, ça gratte. C'est pas facile. Si vous voulez vraiment faire d'échelle, ne collaborez pas. Donc, essayez de découper. Okay, donc, évitez de passer à l'échelle. Deuxièmement, partez de votre contexte à vous. Ne laissez jamais un consultant vous dire qui vous êtes, ce que vous êtes et où est-ce que vous en êtes. Essayez de faire cet état de lieu, de se regarder dans la glace par vous-même. Et après, essayez de voir en fonction de qui vous êtes, de ce que vous êtes, qu'est-ce qui marche le mieux pour vous. Sachant encore une fois que tous les cadres, même s'ils vous font la promesse marketing que tout va aller bien, ils ont des effets secondaires. D'accord ? Il y a des choses qui ne marchent pas. Less, si vous êtes très nombreux, ça va coincer, par exemple. Je sais qu'il y a Less Huge, mais je suis pas, pour l'avoir expérimenté, je ne suis pas éminemment convaincu que ça marche à 5000, par exemple. Ça ne traite pas très bien de la gouvernance, c'est pas connu, pas beaucoup connu. Ou à l'inverse, ne faites pas du Spotify. Arrêtez de faire du Spotify. C'est pas un modèle. Okay. Puis si vous n'avez pas la culture qui va derrière, ça va coincer. La culture, c'est important parce qu'en fonction de votre modèle culturel, il y a des choses qui vont plus ou moins marcher. D'accord ? C'est pas impossible parce que dans le bancaire, faire du open space agility, c'était pas gagné d'avance. La culture, elle vient toujours de la culture posée par les dirigeants. Donc commencez par regarder comment fonctionne votre dirigeant. Quelles sont les limites des comportements qu'il peut accepter ? Quelles sont ses limites de croyance ? Ça va vous donner un peu votre zone dans laquelle vous allez pouvoir travailler. Open Space Agility, par exemple, moi je l'ai essayé chez des militaires d'un grand groupe avionneur bien connu toulousain. Ça n'était pas terrible en fait. Okay, pour autant, la partie hélico de ça a pu faire de l'agilité sur de l'hélico, était assez rigolo. Mais la culture des dirigeants était très différente. Safe, on ne va pas se mentir, ça marche bien dans les entreprises qui ont besoin, qui ont une croyance culturelle d'avoir besoin de discipline, de rigueur, de documentation. Okay, on ne juge pas, on a dit. Okay, donc voilà, c'est plutôt ça, qui ont besoin de preuves, ça marche bien chez eux. Vous mettez du safe chez Spotify, ça ne va pas marcher. D'accord ? Il y a des gens, ils vont vous envoyer bouler. Et puis aussi, vous ne voilez pas la face, prenez des outils qui sont adaptés à vos ressources. Si vous n'avez pas de budget, pas beaucoup de budget, faites pas du safe, ça coûte super cher. Il faut les former, il faut les certifier, il faut maintenir les certifications, il faut voir des coachs qui sont quand même assez chers, qui vont venir tout vous implémenter, ça coûte quand même assez cher. Donc voilà. A contrario, vous allez me dire, ouais, du coup, on va faire du Spotify, comme il n'y a pas de formation, il n'y a pas de certification, c'est gratuit, Rachel, ça va être facile. Et non. Parce que là, vous allez déplacer le problème, vous allez devoir prendre des coachs ou des ingénieurs assez seniors qui vont... Voilà, c'est un petit budget aussi, c'est pas si évident. Regardez un petit peu ça, adaptez-vous. Encore une fois, sans être complètement subjective, Open Space Agility me paraît être un bon rapport qualité-prix. Expérimentez à petite échelle. Choisissez une value stream chez vous, c'est-à-dire un bout en bout complet.
depuis la décision jusqu'au client. Une ligne de produit pilote. Essayez d'avoir un truc, une petite échelle. Essayez de ne pas faire une petite échelle à 500. Trouvez un cadre faites un cadre minimum viable. C'est-à-dire que même si vous prenez du safe, enlevez tout ce que vous n'allez pas vouloir vous servir au départ où vous n'êtes pas convaincu. Partez du très 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 léger. Et faites tourner pendant 2-3 itérations, regardez et ajustez. Et surtout, mesurez. D'accord ? Prenez des indicateurs qui sont les indicateurs qui sont importants pour vous, mesurez. Si le changement n'est pas au rendez-vous, changez. Et réservez-vous le droit d'hybrider. D'accord ? Il y a personne la police de l'agilité ne viendra pas à votre porte parce que vous avez mélangé du less avec je ne sais pas trop quoi. Ou si vous avez fait votre propre version de Safe. Ou si vous avez fait votre propre Spotify. C'est ce qu'a fait Spotify, ils ont fait leur propre truc à eux. Donc faites-le. Et personne ne va vous donner... Il n'y a aucun client qui viendra vous payer parce que vous êtes 100% conforme à un cadre méthodologique, à part si vous êtes ISO machin, là, mais ça c'est un autre problème. Mais par rapport à l'agilité, il n'y a aucun client qui vous paye parce que vous êtes 100% compatible less, par exemple. Donc on arrête ça. Ça n'a aucun intérêt. Alors, je reviens sur cette petite histoire de courbe. On voit que ces changements, parce qu'à force de répéter ça en conférence, le message passe. Et du coup, on voit que les modèles traditionnels des années de 2005 à 2015 sont en perte de vitesse. Et on voit surtout que la progression de j'ai créé mon propre framework où je fais aucun framework augmente. Moi, j'appelle ça de l'espoir. C'est pour ça que c'est en vert. Il y a eu des petits nouveaux aussi plus récemment. Il y a eu ShapeUp qui a été proposé assez récemment. Il y a eu une conférence qui a été faite d'ailleurs par Pablo hier dessus, ou avant-hier dessus, qui était assez sympa. C'est une approche à l'échelle qui a été sortie par Basecamp, qui est assez sympa. Allez regarder, documentez-vous, intéressez-vous. Et il y a aussi Flight Levels qui est sorti il y a quelques années de ça, il y a 2-3 ans de ça, qui est très intéressant parce que lui, il traite spécifiquement de la gouvernance et il est assez agnostique sur l'opérationnel. Moi, je pense que c'est des sources d'inspiration qui sont intéressantes. Et je vais achever sur... J'ai personne qui me dit si je suis en retard ou pas, mais donc c'est bon, on est bon, cool. Ma conclusion, c'est ça. Pour moi, le problème n'a jamais été le framework en lui-même. Je pense que le problème, c'est nous. C'est qu'à un moment, on a été tous, et je me mets dedans, je me le dis à moi-même, je me regarde dans ma glace, tu as été une petite feignasse, Rachel. Tu as pensé qu'un framework, ça allait te dispenser du heavy lifting, là, de faire de l'investissement d'énergie, de vraiment aller au charbon, aller au front, suer, essayer, rater, transpirer, mesurer, apprendre. Et voilà. Faites attention parce que là, il y a une deuxième vague qui est en cours qui arrive. C'est la transformation produit, manger des pommes, qui va arriver et qui va frapper fort. Et qui va vous frapper fort avec exactement tous les problèmes qu'on a eus dans la vague de transformation à l'échelle. Avec les mythes, les dogmes, les gens qui font que de la théorie mais qui n'ont jamais fait de la pratique, les consultants que vous allez payer très cher. Je suis en train d'augmenter mes tarifs, faites attention. Et on va essayer de vous vendre une solution qui fonctionne pour tout le monde. On va essayer de vous vendre encore des solutions magiques, des boîtes de lessive, etc. Souvenez-vous de cette conférence et prenez du recul. Merci. Et surtout, lisez. Lisez. Des tas de livres super chouettes à lire. Un grand merci aux sponsors, parce que sinon on n'est pas là. Donc merci à eux, merci aux orgas. Et comme je suis une petite quiche, j'ai oublié de mettre le QR code, mais vous l'avez sur la porte. Si vous avez envie de me donner des feedbacks, moi je préfère qu'on me les donne avec un café dans le Atrium. J'allais dire Vivarium, c'est pas du tout le même truc. Merci beaucoup. Merci Rachel, on a du boulot.